Bienvenidos a esta segunda parte. También damos la bienvenida a las personas que nos siguen por streaming, que nos han dicho que no son pocas. Esto de hacer el formato híbrido, esta hibridación en formato físico y online, parece que ya está aquí con la pandemia y parece que está aquí para quedarse. Empezamos esta segunda parte del simposium y si alguna característica reúnen las presentaciones que vamos a ver en esta segunda parte es que ponen el foco en el suelo. Pasamos del CO2, aunque hemos hablado también del carbono incorporado en el suelo, pero del aire, pasamos al suelo y a ver cómo podemos, a partir de la viticultura regenerativa, cómo podemos mejorar estos suelos o qué nos pueden dar estos suelos para realmente mejorar nuestro producto, que al fin y al cabo nuestro producto son las uvas y el vino. Hemos empezado la primera parte con una presentación online en directo. Aquí hemos rebajado un poco el nivel del riesgo y es una presentación también con vídeo, pero está grabada, por tanto aquí entendemos que, de hecho, si lo hemos hecho bien con la online, está seguro que entra a la primera. Y para los que tengáis el programa, quien nos la va a dar es la profesora Isabela Tomasi. Ella es también agrónoma y doctora en microbiología y nos va a hablar de los indicadores físico-químicos de la salud del suelo. Hay dos indicadores principales que nos va a hablar, algún otro también va a incorporar. Uno es el pH y el otro es el potencial redox del suelo. Por tanto, nos disponemos a escuchar a la doctora Tomasini. Cuando queráis podemos poner el vídeo. Ok. Alors, bonjour à tous et toutes. Je vous remercie pour cette invitation à la 5e édition de l'association Viticulture Régénérative et qui a pour thème donc les vignes vivantes. Et dans ces vignes vivantes, je vais vous présenter la stratégie régénérative de sol viticole, mais cette fois en intégrant deux indicateurs qui vont ensemble, le couple pH et redox dans les sols. Et ces indicateurs vont travailler avec l'aide des microbiomes. Donc qu'est-ce qui motive cette conférence? Ce qui motive cette conférence, ce sont des résultats obtenus en régénération des sols et de vergers que l'on peut obtenir en 2 mois ou 4 mois. Et on a déjà des exemples très intéressants de vergers de kiwi avec des dégénérescences des racines. On réussit avec une technique de régénération des sols qui intègre la mesure et la correction du potentiel redox et du pH. On réussit donc à régénérer ces vergers. Et vous voyez l'image là d'un sol qui a été régénéré et qui permet à des arbres d'être beaucoup plus luxuriants et vigoureux. La même chose, donc là ce sont des images du sol avant, au moment de la dégénérescence et après, une fois que les racines se sont développées. Donc ce sont des vergers de kiwi en Italie qui sont régénérés depuis plus de 2 ans. Vous avez les mêmes exemples avec des vergers d'agrumes en Espagne, où là ce sont des techniques de régénération de sol avec des couverts végétaux, de la biomasse et l'usage de préparations fermentées, dont je vous parlerai plus tard. Là, c'est la même chose dans le Var en France. Depuis 2020, beaucoup de couverts végétaux sont installés, semés, alimentés, fertilisés. Et l'impact qui est mesuré sur les sols est mesuré sur la porosité, sur l'infiltration de l'eau dans les sols et sur leur température. On peut gagner au mois de juillet ou au mois d'août jusqu'à 8 degrés d'écart entre un sol qui est couvert, régénéré et un sol qui ne l'a pas été. Donc il y a des exemples très intéressant dans ces différents pays et je me suis intéressée aux méthodes pour obtenir ces résultats qui sont toujours celles de la régénération que vous connaissez très bien, l'apport de biomasse au sol, l'apport de couverts végétaux, un travail du sol qui est absent ou limité, un sol qui n'est jamais découvert, même en hiver, avec des associations de cultures, des fertilisants essentiellement organiques, des amendements minéraux en plus des amendements organiques et l'usage de compost et d'extrait de compost. Donc ça, ce sont des techniques que vous connaissez déjà, dont vous avez déjà discuté, mais ce qu'il y a aussi systématiquement dans des résultats exceptionnels que nous obtenons, au sol, on apporte des préparations qui sont fermentées. Et ces préparations sont fermentées sur différents substrats,
qui sont riches en carbone fermenté cible. Ce sont des préparations anaérobies, acides et réduites. Et l'objet de cette conférence, c'est de vous faire comprendre qu'il existe cette technique qui s'ajoute à toutes les autres, qui est un outil dans la boîte à outils, mais qui vous permet de faire des sauts qualitatifs extrêmement intéressants. Donc en 2022, je me suis lancée dans une enquête directement de mon plein gré, et j'ai commencé à discuter avec des experts en France qui font de la régénération des sols et qui utilisent ces préparations. Tous m'ont parlé d'un impact rapide de la porosité des sols, un impact positif et très rapide sur la porosité des sols, surtout si ceux-là sont compactés avec de l'argile. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce que du coup, il y a des phénomènes scientifiques, des phénomènes physico-chimiques et biologiques que l'on n'a pas encore bien identifiés aujourd'hui qui ont lieu. Donc les résultats exceptionnels sont obtenus, je vous le répète, avec des préparations qui sont fermentées, qui sont largement discutées, présentées avec la régénération des sols à Cuba, en Amérique latine, en Espagne, mais aussi en France, en Allemagne et en Pologne. Donc à chaque fois, ce sont des fermentations un peu différentes dans les substrats, mais toujours ce sont des anaérobies. Donc fermentation sans oxygène, qui permet à certaines populations de micro-organismes de commencer à se développer dans un milieu très acide, mais extrêmement réduit. Et je vais vous expliquer ici ce que cela signifie. Il faut comprendre que tous les végétaux, les vignes, les vergers, les couverts végétaux que vous manipulez, que vous faites produire dans vos sols, vont tous faire de la photosynthèse. Cette photosynthèse, c'est bien de l'énergie. Et cette énergie consiste à quoi? À provenir des photons, et ensuite cette énergie va permettre de réduire du carbone qui est oxydé en carbone qui n'est plus oxydé, qui est un carbone sous forme de glucose. Donc on a bien affaire à un phénomène chimique de réduction d'une molécule qui est oxydée. L'homéostasie des plantes, cela veut dire que les plantes vont être obligés de réguler tous ces flux d'électrons et de protons. Les flux d'électrons, ça va être le potentiel redox. Les flux de protons, c'est acide-base. Donc ces flux énergétiques, ces flux de protons et d'électrons sont maintenus constamment au niveau idéal. Avec quoi? Avec l'aide des oligoéléments, avec l'aide de protéines, d'enzymes, qui sont des oxydoréductases, donc qui sont vraiment toute une famille d'enzymes de l'oxydoréduction, qui vont faire des transferts d'ions H+, et d'électrons. Et avec ces protéines, il y a des coenzymes, dont certaines, vous les connaissez très bien, ce sont des vitamines et des antioxydants. On parle beaucoup dans les végétaux de stress oxydatif au niveau du feuillage. Ces stress oxydatifs, effectivement, c'est bien de l'oxydation, et pour qu'un végétal puisse résister, supporter ce stress constant qui est toxique pour elle, elle est obligée de mettre en place une homéostasie, un maintien constant des valeurs du potentiel redox et du pH dans les feuilles et dans tous les organes de la plante, jusqu'aux racines. Donc je suis désolée de passer un peu par la biochimie et la chimie, mais il faut comprendre que ce sont des phénomènes bien connus parce qu'on étudie depuis très longtemps les stress oxydatifs dans les végétaux. Au cœur de tous les métabolismes, on a donc ces deux paramètres. Donc là, je vous fais un peu de chimie. Mais petit à petit, vous allez comprendre. Et ces paramètres, on les intègre de plus en plus en agronomie, depuis au moins 10 ans. Et on commence à les comprendre de mieux en mieux. Même des producteurs, des techniciens, des agronomes, des chercheurs. Et là, ça devient très intéressant. Alors, vous avez ces deux lignes. D'abord, la première, celle du potentiel redox. En haut, c'est un flux d'électrons. En haut, on part du principe que c'est de oxydé. On a perdu des électrons. En bas, c'est de la réduction. C'est du gain d'électrons. Donc en haut, on les perd. En bas, on les gagne. Et vous voyez qu'en bas, c'est une production de sucre. L'autre ligne dans les paramètres physico-chimiques, c'est le pH. Vous avez d'un côté la perte des protons et de l'autre côté les gains de protons. On a de l'acide à gauche et de l'alcalin à droite. Donc vous avez ces deux lignes de la physico-chimie qui sont des flux d'électrons et de protons qui vont diriger nos réflexions et qui vont diriger l'agronomie.
on aura à chaque fois dans un sol, dans une plante, dans un fertilisant, dans un compost, soit on aura affaire à quelque chose qui est acide et oxydé ou acide et réduit, soit ce sera alcalin et oxydé ou alcalin et réduit. Les 4 grandes places. Évidemment, on aura une zone qui sera idéalement, je vous la présenterai par la suite, une zone qui ne sera pas oxydée, qui sera réduite et qui sera légèrement acide. Mais là, ce sont les 4 grandes zones de la physico-chimie qui impactent directement la vie des végétaux, la vie des microbiomes et même du côté de l'animal et de l'humain. Ça s'appelle de la... du suivi de ces 2 paramètres. Ça existe aussi dans une science qui s'appelle la bioélectronique. Mais là, je ne cite que ce dont vous avez besoin pour comprendre. Donc, il faut comprendre en fait qu'au cœur de la physiologie des plantes, par exemple dans les lymphes, qui sont les flux de liquide, qui sont nutritifs, qui montent du haut des feuilles vers le bas, vers les racines, ça s'appelle le phloème, la lymphe élaborée, et bien celle-ci par exemple sera plus basique, plus riche en énergie, donc plus réduite, elle aura un potentiel redox plus bas, et elle sera plus tamponnée. Également, la lymphe qui va monter du sol vers les feuilles, le xylème, elle va être plus acide, mais surtout c'est le sol qui va influencer son potentiel redox et son pH. Et donc on se rend compte, ça c'est dans les publications, donc là je ne vous donne pas toutes les références et publications qui sont derrière cette présentation, parce que ça va alourdir la présentation, mais bien sûr vous pourrez me contacter et on peut, que vous soyez chercheur ou technicien ou autre, je peux vous fournir des précisions sur ces sujets. Une cellule végétale donc va avoir des paramètres différents au niveau du pH et de son oxydoréduction. Et ce que l'on voit, c'est qu'un chloroplaste, qui est l'organe qui échange le plus d'électrons, l'organe hyper important pour faire de l'énergie dans toute la plante, eh bien ce chloroplaste, il est extrêmement réduit. Et on se rend compte que s'il y a de la lumière, il est bien plus réduit, et s'il y a moins de lumière, il commence à s'oxyder. Ce qui nous fait comprendre qu'une plante, par exemple, lorsqu'elle est à l'ombre, ou une plante lorsqu'elle n'a plus accès aux photons et à la luminosité dont elle a besoin, eh bien, elle va devenir beaucoup plus oxydée et plus sensible aux pathogènes. Donc en fait, ces phénomènes physiologiques de photosynthèse aident un végétal à faire de la réduction et à être le moins oxydé possible. Donc quand on a un stress oxydatif sur une plante, déjà son premier métabolisme pour corriger le stress, ça va bien être la photosynthèse. Et on se rend compte en agronomie que tous les sols sont quasiment oxydés. Naturellement, un sol minéral est complètement oxydé. Mais surtout, les sols sont plus oxydés que les tissus des plantes, ce qui paraît normal. Un sol idéal va être de 430 à 450 millivolts. Une rhizosphère, le lieu où il y a des échanges avec les racines des plantes, vont être beaucoup plus réduits que le sol. On va même être parfois à moins de 400 millivolts, à 300, 200 millivolts. Ça, c'est l'action des exsudats des racines, l'action de la plante qui corrige le sol. La plante va devoir faire beaucoup d'exsudats pour ça. Et l'eau d'irrigation que vous apportez dans vos sols, elle est toujours oxydée. Mais elle n'a pas d'effet tampon. Ce qui veut dire que lorsque nous faisons des mesures, nous nous rendons compte que les sols équilibrés seront à un pH légèrement à 7, légèrement acide, mais les sols équilibrés sont neutres, mais surtout ils seront à 430, 450 millivolts, et tous les sols, une fois qu'ils sont oxydés, ils commencent à être à 450, 500, 550, 600 millivolts. Et la rhizosphère, elle sera légèrement en dessous, elle sera vers 350 millivolts. Et les feuilles, eh bien, chaque fois qu'elles ont été mesurées, on s'est rendu compte qu'elles sont aux alentours de 200 millivolts et toujours acides. Donc c'est pour ça que je vous fais comprendre en fait que le métabolisme vital de récupération de l'énergie de la lumière qui est fait par les plantes, qui leur fournit de la santé, de la croissance, eh bien ce métabolisme de la photosynthèse va porter le tissu du végétal à des valeurs bien plus réduites que le sol et bien plus acides que le sol. Beaucoup de publications ont commencé à avoir lieu depuis 2013, donc sur
comment dire, le niveau de l'usage de l'oxydoréduction et du pH dans l'agronomie. Donc ça a permis de comprendre que la santé même du végétal est vraiment reliée de très près à cette oxydation. On voit ici que tout ce qui est le stress de température, de sécheresse, l'absence de lumière, les traitements phytosanitaires, le travail du sol et un sol qui est mis à nu, qui n'a pas de biomasse, qui n'a pas l'impact des racines, des couverts végétaux et des plantes, eh bien ça va porter la plante à être plus oxydée. Et elle va perdre de sa santé. Et du coup, une plante plus oxydée va être beaucoup plus sensible aux virus, aux bactéries, aux insectes et aux champignons. Donc il y a vraiment des zones du végétal et des organes du végétal qui vont être dépendants du pH et de le potentiel redox, du niveau d'oxydoréduction de ces organes par rapport aux maladies. Donc ça rentre vraiment dans l'impact santé des plantes. Alors, le métabolisme énergétique, je répète, si vous venez avec de l'acide phosphorique dans un système d'irrigation, vous apportez un acide qui va directement oxyder l'eau et ne va avoir qu'un effet chimique d'oxydation, parce que dès que l'on change le pH, on oxyde. Si on va vers du pH acide, c'est un phénomène physico-chimique de l'eau classique, elle va être oxydée. Et étrangement, ça rejoint et ça revient à ce que je vous ai présenté avant. Étrangement, la photosynthèse, qui est un métabolisme biologique, va acidifier, mais elle va réduire. La fermentation anaérobie, donc ces fermentations qui sont utilisées dans beaucoup de régénération des sols, eh bien ces fermentations anaérobies vont acidifier et vont réduire. Donc c'est pour vous sensibiliser au fait que la vie va tendre à aller vers du plus acide, mais beaucoup plus réduit, à accumuler de l'énergie. Et ça va lui donner de la santé, alors que tous les phénomènes chimiques d'acidification, eux, vont oxyder. Ce que produit un lactofermenté, le lactofermenté, c'est cette fameuse fermentation anaérobie. Vous le voyez, c'est dans les publications, des tas de métabolites pour contrôler l'oxydation des cellules, des acides aminés, des acides gamma-aminobutyriques, des vitamines, des polypeptides. Là, qu'est-ce qu'on retrouve étrangement? On retrouve des matières actives qui sont utilisées dans beaucoup de biostimulants. Donc beaucoup de biostimulants organiques à base d'algues, à base d'acides aminés, de protéines, à base d'acides humiques et fulviques. Tous ces biostimulants organiques, en fait, travaillent sur le potentiel redox. Donc on pourrait aussi les mesurer, et c'est ce que l'on fait en régénération des sols, parce qu'ils apportent les mêmes matières actives quasiment, mais en quantité beaucoup plus réduite que des lactofermentés. Les microbiomes, c'est très important, parce que là je vous fais comprendre que quand vous faites de la régénération de la vigne, des vergers, vous avez d'autant plus d'impact que nous passons tous par les endophytes des plantes. Les endophytes des plantes, ce sont tous les micro-organismes qui sont présents à l'intérieur d'une plante. Ça démarre dans la graine, dans la plantule, dans le développement du végétal. Et ce qui est important, c'est que les microbiomes des plantes et les microbiomes des animaux sont complètement reliés. Ça, c'est le phénomène de parler de seulement une seule et unique santé. Si l'animal va manger du végétal qui est en parfaite santé, qui est plein de microbiomes, lui-même sera en meilleure santé. Et étrangement, ces plantes qui sont cultivées contiennent des microbiomes, ce sont des holobiontes, mais une grande partie, au moins jusqu'à 30% régulièrement, de ce microbiome de plantes est un anaérobie strict. Ça veut dire que ce sont des micro-organismes qui ne supportent absolument pas l'oxygène libre. Ce sont des bactéries essentiellement, des lactobacilles, des plantolactobacilles, et ils sont strictement anaérobies. C'est pour vous dire que cette seule santé dont nous parlons pour l'humain, le mammifère, pour le sol, pour les plantes, cette grande santé que nous recherchons partout est due à des microbiomes qui sont présents. Et systématiquement, par exemple, un poumon que vous voyez là à gauche qui est sain, qui n'est pas malade, contient une plus grande diversité de microbiomes. Et dans cette diversité de microbiomes, il faut qu'il y ait un pourcentage de bactéries anaérobies strictes. Si elles commencent à disparaître, le poumon n'est plus sain.
n'est plus en bonne santé. C'est la même chose dans les plantes. Chaque fois que vous regarderez des publications avec la liste des microbiomes qui sont identifiés dans les plantes, donc il y a des champignons et des bactéries, moi je m'intéresse à ces bactéries qui sont anaérobies strictes, parce que je vois bien qu'elles ont un impact dans la régénération des sols et des plantes. Eh bien elles sont bien présentes dans les organes des plantes, à différents pourcentages, et systématiquement, il y a une partie d'anaérobie stricte qui ne supporte pas l'oxygène libre. Donc, ce qui revient à dire qu'un sol comme celui de droite est très riche en microbiome. Si on maintient son microbiome par l'agriculture régénérative, il va directement alimenter la plante, le microbiome de la plante, qui va le récupérer par les racines. Il y a des entrées directes dans les racines des plantes pour que les bactéries entrent et sortent, et la plante va s'enrichir en microbiome bactérien et champignons. Et de l'autre côté à gauche, une plante va d'autant être plus fragile qu'elle n'aura pas pu trouver dans le sol le microbiome dont elle a besoin. Il faut savoir qu'il y a des publications qui expliquent bien que ce sont les couverts végétaux dans la vigne qui alimentent le microbiome des racines des vignes. S'il y a un microbiome et des endophytes dans la racine de la vigne, il y en aura d'autant plus dans la plante. Donc les couverts végétaux sont une courroie de transmission. Donc en agriculture régénérative, en viticulture régénérative, vous faites tout ce qu'il faut pour que le sol soit vivant, pour qu'il y ait des microbiomes dans les sols. Ce sol va avoir un pH et un potentiel redox qui seront idéaux, corrigés, qui ne seront plus oxydés, mais ce sont bien les endophytes des plantes qui vont prendre le relais et permettre à la plante d'être en bonne santé. Pourquoi les micro-organismes anaérobies sont importants? Parce que la planète Terre a été créée d'abord dans de l'anaérobie totale. Il n'y avait pas d'oxygène libre. Donc pendant très longtemps, la vie a été créée uniquement avec de l'anaérobie. Et à un moment donné, il y a eu une très grande oxygénation. L'oxygène est monté dans l'atmosphère. Cela a été une véritable catastrophe écologique. Ce qui revient à dire que le sol créé pendant toutes ces périodes de vie, qui s'installe sur la planète Terre et qui respire de l'oxygène, ce sol a conservé au sein de son micro-agrégat quoi? Un potentiel redox extrêmement bas. Et étrangement, bien sûr, avec l'humidité, avec la présence de carbone, avec la structure de sol et beaucoup d'autres composants, ce potentiel redox dans le sol va bouger. Mais le premier élément du sol qui doit être absolument sans potentiel redox oxydé, c'est bien le micro-agrégat du sol. Il ne faut pas oublier qu'un sol argileux, pour le rendre poreux, il faut toucher son micro-agrégat qui fait 20 microns. Et étrangement, je vous ai dit tout à l'heure, toutes les préparations lactofermentées acides et réduites vont créer de la porosité physico-chimique dans un sol. Donc on a des réactions là que nous n'avons pas encore identifiées, mais qui a lieu au sein du plus petit élément du sol. Pour vous dire qu'il y a des applications, on peut mesurer le niveau d'oxydoréduction d'un sol. Ici, vous avez l'exemple d'une vigne dans le Var, dans le Gard en France. C'est un sol de vigne qui a été travaillé pendant des années et pour la première fois, il a été semé avec du couvert végétal. Vous avez en haut à droite l'image de ce couvert végétal énorme qui est en train de faire sa croissance. En dessous, vous avez la photo de la friche qui est juste à côté et qui est une friche d'un sol jamais travaillé depuis des années, où les animaux sont passés, où ça a été un peu fauché, mais jamais travaillé. Et là, dans le graphique, vous voyez les valeurs mesurées. Les valeurs mesurées, les premières valeurs que vous voyez tout en haut, celles qui sont les plus oxydées, ce sont celles qui ont été faites fin mars. Ensuite, la valeur du milieu, c'est fin avril, et la valeur du tout en bas, c'est celle de mois de mai. Donc on voit qu'au fur et à mesure que la saison avance, que le couvert végétal est actif et fait des exsudats dans le sol, on passe d'un sol qui est de 630 millivolts à un sol qui va à 582 millivolts. Donc on descend le niveau d'oxydation du sol. Le pH est quand même à 8 aussi. Et là, dans la friche qui est à côté, en sortie d'hiver fin mars, eh bien on démarre déjà avec au moins 40 millivolts de différence. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder comment évolue un sol
et comment un couvert végétal et comment la régénération du sol va jouer sur le potentiel redox du sol, comment il va le faire diminuer vers moins d'oxydation, ce qui va permettre au végétal, à la vigne, de récupérer beaucoup plus d'énergie. Et donc ça, c'est l'évolution au cours de la saison, mars, avril, mai, juin, mais aussi en sortie d'hiver. Et qu'est-ce qui se passe en sortie d'hiver? On voit que les racines n'ont pas été actives, mais nous avons un sol qui a été corrigé pendant le printemps, l'été et l'automne et qui maintient un niveau de potentiel redox plus bas. Donc votre travail en tant que régénération de sol, ça va être pendant toute la saison printemps, été, automne, de valider comment vous travaillez pour corriger l'oxydation des sols avec vos biomasses, avec des préparations fermentées, en utilisant des intrants qui ne sont pas oxydés. On choisit tous les fertilisants non oxydés, on mesure tout ce qui rentre dans une vigne. Mais aussi, vous pourrez vérifier à la fin de l'hiver que d'année en année, vous avez corrigé votre sol. Et vous allez pouvoir le mesurer régulièrement pour vérifier que son pH redox ont été transformés. Donc, aujourd'hui, dans nos sols en Méditerranée, en viticulture régénérative, c'est hyper important de toujours respecter ces règles de l'agriculture que vous faites, de régénérative. La biomasse, absence de travail de sol, association des cultures, apporter des fertilisants organiques, compost, extrait de compost, mais surtout, vous pouvez introduire le couple du pH redox, le mesurer dans les sols, dans les fertilisants, dans les produits que vous mettez sur les feuilles, dans tous vos biostimulants, dans vos composts. Vous allez mesurer et ensuite vous allez corriger par le sol et par le feuillage, d'année en année, de manière à pouvoir obtenir ces résultats assez exceptionnels que l'on mesure pour le moment dans des vergers d'agrumes, de kiwis, de pommes, de poiriers. Et pour le moment, depuis 2 ans, effectivement, en vigne également, on commence à mesurer dans le Var des effets exceptionnels sur le développement du feuillage, l'activité de la photosynthèse de la vigne et sa résistance au stress hydrique. Donc je pense que cette présentation dans cette conférence, c'est vraiment pour vous sensibiliser à vous intéresser à ces 2 paramètres qui vont être des indicateurs extrêmement précieux à l'avenir. Et on est en train de développer de plus en plus cette approche en France, en Italie, en Espagne, et on commence également aux États-Unis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Malgré l'absence de références bibliographiques, je vous ai dit, je peux vous les fournir. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter de cette approche de l'agronomie régénérative qui introduit le couple pH redox. Merci de votre attention. Muy bien. Merci beaucoup, doctora Tomasi. Ha terminado su presentación diciendo el objetivo de esta charla es sensibilizaros sobre la importancia del binomio pH y potencial redox. La verdad es que, no sé a ustedes, yo he escuchado palabras por primera vez en mi vida. Ustedes son gente mucho más formada, pero cuando hablamos de bioelectrónica o de holobientes, la verdad es que es la primera vez que lo oigo y me ha sorprendido, o sea que la misión que tenía, que era la de generar atención, sensibilizar sobre este tema, al menos en mi persona, se ha cumplido.